Bonjour à tous, désolé pour le retard. Je vais vous parler donc du syndrome de congestion pelvienne, qui est une pathologie veineuse très mal connue et qui entraîne du coup une importante errance thérapeutique. Et je pense que les médecins généralistes sont en premier plan pour faire le bilan et le diagnostic de cette pathologie. Donc je vais essayer de vous l'expliquer succinctement. Je veux bien la diapositive suivante. Donc depuis 2021, on ne parle plus maintenant de syndrome de congestion pelvienne dans la littérature internationale, mais de pelvic venous disorder. C'est avec 4 étages, un étage au niveau rénal, en raison de la compression de la veine rénale dans la pince aortomésentérique et le syndrome de Nutcracker. L'étage abdominopelvien avec les varices autour des organes génitaux, mais aussi de la vessie, de la paroi rectale. Il y a un étage extra-pelvien au niveau du plancher périnéal avec des varices et une symptomatologie périnéale spécifique, et un étage au niveau des membres inférieurs où vous allez voir il y a des varices qui sont atypiques et une varicose qui peut être. Donc le syndrome de congestion pelvienne va avoir donc des signes cliniques qui sont divers en fonction de la localisation des varices au niveau de l'abdomen. Donc ça va être en premier lieu des douleurs pelviennes chroniques, donc des douleurs qui sont plus de 6 mois, qui s'apparentent aux douleurs de l'endométriose, et donc on est sur le diagnostic principal différentiel de l'endométriose. Donc vos patientes pour lesquelles vous avez suspecté une endométriose et qui est revenu avec un examen négatif, il faut vraiment vérifier et être sûr que les personnes qui ont fait le bilan se sont assurées qu'il n'y avait pas de varices autour des organes génitaux qui entraînent ces douleurs. Le principal facteur de risque, c'est les grossesses multiples, mais il y a aussi beaucoup de jeunes femmes qui ont un syndrome de congestion pelvienne, et en général, c'est dû soit à des variantes anatomiques de la normale, soit dû à une compression veineuse. Donc les compressions veineuses, c'est le syndrome de May-Turner, c'est-à-dire la compression de la veine iliaque, ou la compression de la veine rénale, le Nutcracker syndrome. Donc c'est des douleurs qui vont avoir un horaire veineux, c'est-à-dire qu'ils vont être augmentés en position debout prolongée, augmentés avec l'activité, qui vont être plutôt en fin de journée. Il va s'y associer une pesanteur périnéale. Les patientes, elles décrivent très bien avoir un poids au niveau du périnée, une sensation de ventre qui gonfle, et il va y avoir une dysménorrhée. Et cette dysménorrhée, elle sera plutôt en tout début de règles et soulagée assez rapidement à l'apparition des règles. Le plus gros signe, c'est la douleur post-coïtale, qui peut être associée ou non à une dyspareunie. Donc cette douleur post-coïtale est assez typique du syndrome. Il va y avoir donc une symptomatologie urinaire avec les dysuries, les urgences urinaires et des pseudocystites à répétition. C'est des patients qui font des pseudocystites sans germe et à répétition. Et il va y avoir des lombalgies qui peuvent être associées, c'est souvent des lombalgies assez basses, des douleurs anales, périnéales, vulvaires et des membres inférieurs. Donc c'est vraiment une pathologie avec des douleurs diffuses et importantes. Ces douleurs peuvent irradier. Il peut y avoir aussi une atteinte digestive avec des hémorroïdes, un syndrome du côlon irritable. Et on va retrouver sur l'examen clinique, quand il y en a, des varices périnéales et des varices des membres inférieurs. Et c'est les patients qui ont un important retentissement, parce que c'est des douleurs qui sont vraiment extrêmement importantes, donc un retentissement sur leur vie sexuelle, familiale, psychologique. Suivante. Donc, quand l'insuffisance veineuse du pelvis commence à communiquer avec les membres inférieurs, il va y avoir des varices qui sont atypiques, qui doivent vous alerter de manière. Là, on a le diagnostic dès qu'on voit ça. C'est des varices qu'on dit atypiques, c'est-à-dire des varices qui se trouvent au niveau vulvaire, varices vulvaires, racines internes de cuisse, des varices qui sont postérieures au niveau du creux poplité et des varices fessières. Ça va entraîner aussi des varices saphéniennes, et la caractéristique de ces varices saphéniennes, c'est qu'elles sont extrêmement douloureuses et elles arrivent assez tôt dans la vie des femmes. Et ça peut entraîner aussi des récidives post-chirurgie, parce que si on n'a pas traité les varices
l'hyperpression veineuse sous-jacente et qu'on traite les membres inférieurs, ça entraîne des récidives systématiquement. Suivante. Donc, juste quelques diapositives qu'on va passer vite du coup là. C'est pour vous dire que quand au niveau du plancher pelvien, il va y avoir des communications entre le pelvis et les membres inférieurs. On appelle ça des points de fuite. Il y a 6 types de points de fuite. Ici, c'est un point de fuite P, c'est-à-dire pudendal, un point de fuite pudendal interne qui va entraîner des varices où on voit très bien au niveau de la racine interne de cuisse. Et donc, sur la phlébographie, on voit la veine pudendale qui va communiquer avec le membre inférieur. Suivante. Donc, le point de fuite inguinal, hein, donc c'est la veine du ligament rond qui va entraîner une communication avec la racine de jambe au niveau inguinal avec des varices qui vont être plutôt antéro-internes de cuisse, assez typiques. Et on voit sur la phlébographie ici la communication avec le membre inférieur. Suivante. Donc, les points de fuite glutéales supérieures va donner typiquement des varices fessières. Hein, c'est des varices qu'on ne voit pas autrement. C'est quand il y a une communication à partir de la veine glutéale supérieure qu'on voit ici sur la phlébographie sélective de la veine glutéale supérieure et une communication soit avec le réseau saphénien, soit avec des varices superficielles postérieures fessières. Suivante. La suivante, ça va être le point de fuite inférieur qui va donner les varices au niveau du creux poplité. Voilà, donc varices, on injecte dans la glutéale inférieure, ça opacifie le membre inférieur et on voit très bien au niveau du creux poplité et en postérieur ici des varices atypiques poplitées. Suivante. Les veines obturatrices, elles, vont pouvoir donner des varices vulvaires, mais aussi communiquer avec les axes saphéniens, donc il faut les rechercher systématiquement. Suivante. Donc là, c'est les varices, le point C, les varices clitoridiennes. Hein, donc on voit très bien ici, à partir de la veine pudendale interne, il y a une communication avec une varicose au niveau du plancher pelvien. Et quand la patiente fait un effort de poussée en vasalva, on voit la communication avec le membre inférieur qui correspond donc à cette varicose de la grande lèvre et de la racine interne de cuisse. Suivante. La suivante, c'est pour dire qu'il y a des hémorroïdes qui peuvent être extrêmement symptomatiques, qui sont dus à ce syndrome de congestion pelvienne, parce que les veines rectales inférieures et moyennes sont drainées dans les veines iliaques internes. Donc, quand il y a une surcharge de ces veines iliaques internes, il peut y avoir des varices hémorroïdaires, surtout des hémorroïdes qui sont assez basses et qui s'externalisent et très douloureuses. Suivante. Donc ça, c'est pour juste un petit rappel d'anatomie briève, c'est que le pelvis, il va être drainé par 4 axes, les veines iliaques internes, les veines et puis les veines iliaques externes vers la veine cave inférieure, mais aussi par les veines ovarienne gauche ici qui va les drainer dans la veine rénale et ovarienne droite qui va se drainer à la face antérieure de la veine cave. Suivante. Et donc, dans la pathologie, il va y avoir une inversion d'un flux. Le plus souvent, c'est la veine ovarienne gauche. Donc, l'inversion du flux va entraîner une surcharge veineuse au niveau du pelvis. Et comme vous voyez ici, il y a des communications au niveau des plexus présacrés, au niveau des veines myométriales, au niveau du plexus de Santorini qui vont entraîner des communications gauche-droite, mais aussi des communications vers le bas. Donc, une insuffisance veineuse de la veine ovarienne gauche suivante va pouvoir entraîner une symptomatologie à n'importe quel niveau et pelvien et des membres inférieurs. Donc, on peut avoir un reflux de la veine ovarienne gauche et une symptomatologie uniquement du membre inférieur droit ou bilatéral ou du côté gauche. Suivante. Donc, la suivante, juste pour un petit rappel de physiopathologie, en fait, l'insuffisance veineuse pelvienne, c'est-à-dire l'apparition d'un reflux, va entraîner une activation de phénomènes inflammatoires avec une activation endothéliale leucocytaire, une altération moléculaire de la paroi veineuse qui va entraîner une production de radicaux libres et de médiateurs inflammatoires et d'enzymes protéolytiques qui vont entraîner elles-mêmes une dilatation veineuse, une incompétence valvulaire et donc une stase sanguine et du coup une augmentation de cette pression veineuse locale et ça va activer les récepteurs de la douleur. Donc on est dans un cercle vicieux, d'où l'intérêt du traitement pour sortir de cette spirale
de la congestion pelvienne. Suivante. Donc le diagnostic, il est assez simple, hein. Il suffit que l'imageur de la femme, quand il fait une échographie endovaginale, ben, il regarde un peu autour de l'ovaire, un peu autour de l'utérus et qu'il mette du Doppler et on voit typiquement des reflux qui peuvent être massifs ici, hein, autour de l'ovaire gauche, avec en Doppler couleur un diagnostic aisé, mais il faut que les imageurs de la femme, que ce soit un gynécologue ou un radiologue, soient sensibilisés et le recherchent. Et s'ils le recherchent, c'est un diagnostic assez facile en échographie endovaginale. Suivante. La suivante, c'est l'IRM. Sur l'IRM pelvienne, c'est pareil, hein. Donc, le diagnostic, il est extrêmement facile, hein. Vous pouvez voir ici, on voit les varices le long de la paroi vaginale, paroi antérieure, la paroi antérieure rectale. On voit des varices dans le myomètre ici et en paramétrial contralatéral et le long de la paroi vaginale et derrière la paroi vésicale ici. Et donc, ça, c'est des diagnostics qui sont faciles en IRM. Mais pareil, il y a beaucoup de radiologues qui ne connaissent pas cette pathologie et qui ne vont pas vous les décrire. Donc, une patiente qui est très symptomatique, on dit il n'y a pas d'endométriose, ben, regardez bien, si vous voyez ce lacis veineux, c'est pas normal et ça peut être lié à un syndrome de congestion pelvienne. Suivante. Donc là, on est sur des coupes axiales. Vous voyez, on voit très très bien sur ces coupes axiales, on voit très bien les veines dilatées en hypersignal T2 hein, là donc derrière la vessie, autour de la paroi vaginale et qui pousse vers la vessie à ce niveau-là. Suivante. Dans le bilan, on va pouvoir faire un scanner aussi avec un temps artériel et un temps veineux surtout. On va l'utiliser pour le bilan des compressions veineuses principalement parce que c'est moins sensible pour les veines au niveau du pelvis, mais pour les compressions veineuses, on aura une meilleure résolution. Et donc, on voit ici sur un temps artériel précoce, la veine rénale avec un drainage tout à fait anormal dans une veine ovarienne gauche extrêmement dilatée. Et sur le temps tardif, on voit la dilatation du réseau veineux pelvien en dessous. Suivante. Donc après, on fait des reconstructions et ça nous permet de faire le bilan des sténoses, que ce soit la sténose de la veine rénale dans le Nutcracker syndrome ou la sténose de la veine iliaque commune dans le syndrome de Metternich. Suivante. Donc la suivante s'il vous plaît. Normalement, c'est la phlébographie. Donc, une fois qu'on a fait le bilan, qu'on a retenu l'indication thérapeutique, retenir l'indication thérapeutique, c'est-à-dire que les varices pelviennes, ce n'est pas une indication à aller traiter, c'est des varices pelviennes avec une symptomatologie qui peut être imputée à ces varices pelviennes. Dans ce cas-là, il faut aller plus loin. Et donc, aller plus loin, c'est réaliser une phlébographie sélective qui va être le premier temps du traitement, qui va être l'embolisation. Là, c'est une vidéo, normalement, donc là, ça ne va pas passer. Suivante, qui montre la diapositive suivante. Donc, depuis 2011, le traitement du syndrome de congestion pelvienne, c'est l'embolisation. Hein, donc, c'est une conférence de consensus internationale sur le sujet. Donc, devant tout un syndrome de congestion pelvienne, il faut traiter l'insuffisance veineuse et les varices. Ici, on a un exemple d'embolisation veine ovarienne droite, veine paramétriale et veine ovarienne gauche. Et ici, un deuxième exemple, on est passé par les veines myométriales pour aller emboliser les veines utérovaginales, le plexus de Santorini et la veine ovarienne gauche qui était à l'origine de la congestion pelvienne. Suivante. Donc depuis 2019, il y a une conférence de consensus aussi qui dit que devant tout syndrome de congestion pelvienne, il faut rechercher une compression veineuse et que si on impute la compression veineuse au syndrome de congestion pelvienne, il faut le traiter par la mise en place d'un stent auto-expansible veineux. Diapositive suivante. Et donc, quand on réalise le traitement complet, c'est-à-dire la dilatation des obstacles et l'embolisation, on obtient des très bons résultats cliniques. Diapositive suivante.
Donc l'année dernière, j'ai publié une série avec 327 patientes traitées pour un syndrome de congestion pelvienne. Diapositive suivante. On a eu, après embolisation et traitement des sténoses, une amélioration de la qualité de vie des patientes de 95% pour 95% des patientes, avec, vous voyez, une majorité qui avait une très bonne amélioration clinique. Suivante. On a une amélioration de l'ensemble de la symptomatologie, c'est-à-dire des douleurs pelviennes, mais aussi des douleurs postcoïtales. On avait sur une échelle de 1 à 10 en VAS, donc avant intervention, des douleurs pelviennes qui étaient à 6,96, qui sont passées à 2,04 après embolisation. Pour les douleurs postcoïtales, on avait une échelle à 4,68 et qui sont passées à 0,88 en post-interventionnel. Pour les douleurs des membres inférieurs, on est aussi assez efficace puisqu'on avait des douleurs qui étaient de 4 à droite comme à gauche et qui sont passées à 1,85. On a une efficacité sur les dyspareunies qui était de 50% avant intervention, qui sont passées à 19% après intervention. Sur les dysménorrhées, alors les dysménorrhées, le traitement, on mettait aussi les patientes sous traitement hormonal continu. Donc c'est pas que l'effet de l'embolisation, mais c'est de la prise en charge. On passait de 80% à 29%. On a une efficacité aussi sur les varices des membres inférieurs, mais une fois qu'on a réalisé l'embolisation, on peut et il faut faire le traitement des varices des membres inférieurs. Suivante. Donc en conclusion, on a d'excellents résultats. Il faut vraiment penser à cette pathologie. C'est pas parce qu'il y a de l'endométriose qui est associée au syndrome de congestion pelvienne qu'il ne faut pas traiter la congestion pelvienne. Il faut traiter et l'endométriose et la congestion pelvienne. Une fois qu'on a réalisé les embolisations à l'étage pelvien, qu'il n'y a plus de communication avec les membres inférieurs, il ne faut pas oublier de traiter les membres inférieurs. Et une approche multidisciplinaire est importante dans ce traitement. Diapositive suivante. Et là, c'est juste pour vous dire qu'en 2021, il y a eu une association de patientes qui s'est créée avec un site internet avec de nombreuses informations. Je suis tout oui pour les questions. Eh ben, merci beaucoup, vraiment un grand merci pour cette super présentation. Moi, à titre personnel, j'ai appris plein de trucs. Je ne connais pas bien, voire pas du tout cette pathologie-là, et je me dis que j'ai probablement dû passer à côté. Est-ce que moi j'ai quelques petites questions, mais je vais peut-être quand même vous laisser la parole. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas à activer vos micros. Allez-y. Alors j'ai coupé pas mal de micros, donc il faut que vous les activiez à nouveau avant de poser vos questions. Alors le temps que les questions viennent, j'en pose une. Est-ce que ma question, c'est plutôt autour de la cause ou des causes ou des facteurs de risque. Est-ce qu'ils sont connus? Est-ce qu'il faut, comment dire, extrapoler un petit peu aux causes classiques connues d'insuffisance veineuse ou de... Oui, alors il y a le principal facteur de risque, hein, donc c'est les grossesses multiples. Parce que en fait, pendant les grossesses, on va multiplier par 500 le débit au niveau de la veine ovarienne. Elle doit reprendre normalement un diamètre normal, mais des fois en postpartum, et des fois elle reste un peu dilatée. Et si elle reste dilatée et que les valves deviennent incontinentes, alors une fois que c'est ouvert, on est sur l'insuffisance veineuse et on ne revient pas en arrière. Il y a un terrain familial qui est très important. Et pour les autres patientes, les patientes plus jeunes, c'est vraiment soit des variantes anatomiques de la normale, soit des compressions veineuses. Et donc on peut aussi, il peut y avoir des compressions extrinsèques, quoi. C'est ça que vous... Oui, en fait, c'est dans les pinces anatomiques, hein, c'est-à-dire le nutcracker syndrome, c'est dans la pince anatomique entre l'aorte et l'artère mésentérique supérieure. Et pour le syndrome de Metternich ou l'ancien syndrome de Coquette, c'est la veine iliaque, l'artère iliaque droite qui vient cravater la veine iliaque commune gauche et qui entraîne une compression avec le rachis. Et il existe de temps en temps, notamment en postpartum, des thromboses des veines ovariennes, il me semble. Oui.
qui parfois peuvent être sceptiques d'ailleurs. Est-ce que ça a un lien? Est-ce que ça peut être, le syndrome de congestion peut être la conséquence de ça? Comme une maladie post-phébitique un petit peu, enfin, de façon caricaturale, mais... Oui, c'est-à-dire que c'est une veine qui s'est dilatée, donc et qui à partir du moment où il n'y a plus de flux, il y a un flux qui est stagnant. La patiente n'a pas ouvert ses chantes au niveau du pelvis et du coup le flux stagnant entraîne la thrombose locale, quoi. D'accord. Okay. Donc c'est des pathologies qui sont pas plus thrombogènes, mais qui sont très douloureuses et qui répondent bien aux anti-inflammatoires. Et vous avez des gens qui ont des thrombophilies, par exemple sur des déficits en facteur 5 ou autres, qui peuvent faire des thromboses des veines ovariennes et secondairement des syndromes de congestion, où ça reste quelque chose de... Non, parce que en fait, si elles thrombosent leur veine, elles débutent déjà le traitement de leur congestion pelvienne, hein, puisqu'il n'y a plus ce passage. D'accord, ok. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, docteur Millot. Alors, votre micro est désactivé. Pardon, excusez-moi. Oui, bonjour. J'avais une question. Quel est l'examen complémentaire le plus adapté finalement pour faire le diagnostic Alors, c'est clairement l'échographie vaginale. Mais il faut que le médecin qui valide cet examen soit sensibilisé au sujet. Mais par contre, ça se voit très très bien en échographie vaginale. Après, avant traitement, systématiquement, on fait une IRM pelvienne pour être sûr qu'il n'y ait pas une autre pathologie inflammatoire, s'il y a de l'endométriose associée, et pour avoir des lieux. Mais l'examen le plus simple et le plus accessible, c'est quand même l'échographie endovaginale. L'IRM, ça répond très bien aussi au diagnostic. On vous souhaite une excellente après-midi et puis à très vite. Merci.